Salut, bonjour à tous. Alors, cette petite vidéo, donc il n'y aura pas d'image, il n'y a que de l'audio, va me servir à répondre à une conférence qui a été donnée par Florent Martin de l'Observatoire zététique. Euh, c'est une émission que je vous recommande très fortement, une chaîne que je vous recommande très fortement. L'introduction de cette vidéo a été faite par Hygiène Mentale, qui est une excellente chaîne que je vous mettrai en lien dans la description. Et donc, je voulais faire une petite réponse sur la première partie de cette vidéo qui explique ce que c'est que la science. Avant tout ça, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Cédric Buron, je suis actuellement en fin de thèse. Je suis en train de rédiger ma thèse en informatique et plus précisément en IA. Je travaille actuellement chez Thales et comme Florent Martin, je ne suis dans aucune association, je suis payé par personne. Et je fais cette petite vidéo parce que voilà, il me semblait qu'il y avait un certain nombre de points qui étaient peut-être imprécis dans la présentation que fait Florent Martin de ce que c'est que la science. Donc je vais passer en revue un certain nombre de points que j'ai pris en note. La première chose, c'est que y a un moment où Florent dit que la science, en fait, ça peut être décrit comme un ensemble de connaissanన్స్. Et en fait, donc ça pose une question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une connaissance? Et notamment, comment on différencie une connaissance d'une croyance? Donc je vais pas aller très profondément dans les détails, mais en fait c'est une question qui est extrêmement compliquée et qu'on ne peut pas trancher comme ça facilement. Donc c'est toute une branche de l'épistémologie qu'on appelle aussi la gnoséologie, qui consiste à définir qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on croit. Et enfin voilà, il y a plein de problématiques qui sont liées à ça, notamment est-ce que la science recherche vraiment le savoir ou est-ce que on recherche par exemple un niveau de croyance. Et donc voilà, c'est une question qu'on peut se poser et qui n'est pas tranchée aujourd'hui. C'est une question qui est philosophique, hein, c'est pas une question qui est scientifique, mais, c'est une question voilà, qui est toujours en débat aujourd'hui, donc on ne peut pas trancher aussi facilement qu'il semble le faire. Il y a un deuxième point, c'est que voilà, il dit que la science, on peut aussi définir ça comme la communauté scientifique. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'il distingue un peu les deux en disant voilà, la science c'est soit ci, soit ça. Sauf qu'en fait, on peut difficilement distinguer la science ou la méthode scientifique de la communauté scientifique. Parce que une définition un peu triviale qu'on pourrait donner de la science, finalement, c'est la science, c'est ce qui est produit par la communauté scientifique. En plus, cette communauté, elle n'est pas homogène. C'est-à-dire que souvent, on va avoir un certain nombre de personnes qui sont établies comme étant de la communauté scientifique, mais il y a des cas qui sont peut-être un peu plus complexes ou un peu plus à la limite. Alors, je vais vous mettre le lien d'une autre chaîne de quelqu'un qui s'appelle Monsieur Sam, qui a fait une série de vidéos avec un scientifique, un physicien. Il est publié dans un certain nombre de conférences ou de symposiums, de conférences scientifiques, et en même temps, ses travaux sont considérés comme opposés en fait au consensus actuel, et donc sont pas très bien considérés par ses pairs. Et donc il essaie de tirer ça au clair, et justement, on voit que dès qu'on prend des cas qui sont pas triviaux, ça devient très compliqué. Donc, évidemment, enfin, le but de la zététique, c'est pas forcément de traiter ces cas-là, et les cas que traite la suite de la conférence sont très très bien traités. Hein. C'est des cas qui sont assez, assez connus et assez démonstratifs des problématiques qui sont soulevées par Florent Martin. Donc typiquement le cas Serralini ou le cas de Cache Investigation. Ou même les fameux articles sur le café, le vin, le fromage ou que sais-je, c'est des cas qui sont évidemment de la déformation, de la non-science, mais il y a des fois où c'est peut-être un peu plus à la limite et c'est un peu plus compliqué que simplement science ou non-science en fait. Un autre point, c'est que ce qui est dit dans la conférence, c'est qu'en fait, une théorie scientifique ou une publication scientifique commence par une expérience en laboratoire. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Souvent, on va commencer. Une publication, ça va commencer d'abord par une hypothèse. Hein, c'est ce qu'on dit à la fin de la conférence. C'est-à-dire que, avant de faire les expériences, avant quoi que ce soit, on commence toujours par poser une hypothèse et vérifier si l'hypothèse est ou non confirmée par les expériences. Et en ce qui concerne une théorie scientifique, c'est plus compliqué que ça parce que une théorie scientifique ou un résultat scientifique s'intègre toujours dans un paradigme, dans quelque chose de plus large. Il y a toujours
question de savoir par quoi on commence en fait. Est-ce qu'on commence par une théorie ou est-ce qu'on commence par une expérimentation? Est-ce que la théorie est induite depuis une expérience qu'on a soit au quotidien, soit une expérience vraiment scientifique? Est-ce que au contraire en fait c'est la théorie scientifique qui va induire la manière dont on va faire et dont on va interpréter l'expérience? Et il se trouve que l'état actuel de l'épistémologie dit que l'expérience va être guidée en fait par la théorie scientifique. Alors ensuite, on va passer à quelque chose qui est plus particulier à la publication scientifique. Le premier point, c'est les allers-retours avec l'éditeur et puis donc les commentaires, la correction de la publication, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que les personnes qui revoient un article, normalement, ne sont pas connues de l'auteur de l'article, hein, pour éviter qu'il y ait une influence qui soit créée. Par contre, cet anonymat, il n'est pas toujours à double sens. Il est même régulièrement à sens unique, c'est-à-dire que quand vous déposez votre article, eh ben, votre nom apparaît en fait. Donc la personne qui vous note ou qui va décider si votre publication est acceptée ou pas, hein, parce que là on parle de modification, mais il y a aussi le fait qu'une publication peut être acceptée ou refusée. Cette personne va vous connaître, enfin va savoir qui vous êtes en tout cas. Et donc ça arrive régulièrement. Alors, j'ai entendu parler de plusieurs cas comme ça, où on m'a dit je sais pas si ma publication était vraiment bonne, mais il y avait machin qui publiait avec moi, il est connu dans le domaine, donc potentiellement les gens qui revoient la publication, les pairs, n'ont pas forcément très très bien revu parce qu'ils lui font confiance. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ce qui est dit dans la conférence, c'est que quand on est loin des dogmes, on va avoir tendance à publier plus facilement. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que si on a un résultat qui est un peu surprenant, oui, c'est très facile de publier quelque chose qui a l'air un peu novateur, mais qui renverse pas en fait la science actuelle. Dès qu'on a quelque chose qui sort des canons de la science et qui remet vraiment beaucoup de choses en question, là ça va être beaucoup plus difficile de publier. Il y a plein d'exemples historiques de ça, hein, le fait que des gens qui avaient par exemple essayé de publier des choses par exemple sur la génétique n'ont pas été publiés avant que la théorie soit arrivée à maturité et que les gens aient découvert que oui, effectivement, il y avait bien la génétique. Et ça, en fait, ça rejoint une discussion sur comment fonctionne la science, une discussion qui est très très importante. Et la vision qui est donnée ici, c'est une vision qui est très poppérienne. C'est-à-dire qu'on considère que la science fonctionne par essai et erreur en fait. C'est-à-dire qu'on va faire une hypothèse, on va faire une expérience, si l'expérience n'invalide pas l'hypothèse, l'hypothèse est considérée comme valide, et puis on va reproduire des expériences jusqu'à ce qu'on invalide l'hypothèse ou qu'on l'affine. En fait, cette conception de la science, elle est assez ancienne, elle date de Popper, et en fait elle a été réfutée ou remise en cause très gravement, très, très profondément remise en cause par d'autres épistémologues, et notamment par Kuhn et Lakatos, qui, eux, expliquent qu'en fait une découverte scientifique s'inscrit toujours dans un paradigme, ou dans une théorie qui est plus large, disons, et que, en fait, quand on va essayer de publier à l'extérieur de cette théorie qui est communément admise par le consensus scientifique, on ne pourra pas être publié. Il est très difficile, en fait, de remettre en cause une théorie scientifique, un consensus scientifique, disons, un modèle, un paradigme scientifique. Et pour réussir à faire ça, en fait, il faut déclencher ce que Kuhn appelle une révolution scientifique, où on va renverser complètement ce qui existait jusqu'à présent, et on va remplacer par quelque chose de nouveau. Donc c'est par exemple ce qui est arrivé entre la mécanique newtonienne et la mécanique relativiste d'Einstein. Cette particularité en fait du consensus scientifique, elle est utilisée par beaucoup de gens sous la forme de ce qu'on appelle l'effet Galilée, c'est-à-dire que ce serait cette image de la personne qui a raison face à tous. Cela dit, bien que ce soit... c'est comme la théorie du complot, il existe des complots. Maintenant, voir des complots partout, forcément, c'est pas sain. Le syndrome Galilée, c'est la même chose. Il y a effectivement des gens qui sont prêts à révolutionner la science. Voir des révolutionnaires de la science à chaque fois qu'il y a une publication qui est rejetée, évidemment, c'est pas sain non plus. Cette conception de la science, de progrès par l'erreur, elle a été remise en cause notamment parce qu'en fait, elle fonctionne pas. Alors, il faut savoir ce qu'on veut définir en fait. Est-ce qu'on veut définir ce qu'est la science, concrètement, ou est-ce qu'on veut définir ce que devrait être la science ? Si on veut définir ce qu'est la science,
en fait, la science ne progresse pas par erreur, en fait. Donc un exemple de ça, typiquement, l'exemple que donne Kuhn, c'est de dire, voilà, on remplace une théorie scientifique, un paradigme scientifique, que quand on en a un qui est meilleur, qui a une valeur explicative meilleure. C'est-à-dire que même si une théorie scientifique est invalidée, donc typiquement par exemple c'était le cas pour la mécanique newtonienne, on va pas la remplacer tout de suite, on va pas l'invalider tout de suite, on va attendre d'obtenir une théorie scientifique qui est plus explicative, qui est meilleure, et qui est bien fondée pour la remplacer, donc par exemple la théorie de la relativité. Et donc ça c'est du point de vue descriptif. D'un point de vue prescriptif, en fait, Kuhn va dire que c'est une bonne chose en fait que ça se passe comme ça. Et on peut donner un exemple qui a trait justement à Galilée. Quand Galilée a présenté sa thèse sur la relativité du mouvement de la Terre par rapport au Soleil, le fait que la Terre tournait autour du Soleil, sa théorie a été réfutée par le fait qu'on observait qu'en fait, par les observations, et donc on observait par les expérimentations, et on observait qu'en fait, Vénus notamment ne changeait pas de taille au cours de l'année. Et donc ça, en fait, ça montrait que non, la Terre ne s'approchait pas et ne s'éloignait pas de Vénus, et que c'était bien Vénus qui était toujours à la même distance. On s'est rendu compte après coup qu'en fait on n'avait pas les outils nécessaires pour mesurer correctement la taille de Vénus, en fait, que c'était trop loin pour être observé avec les outils qu'on utilisait pour les expérimentations. Et donc, c'est très bien, en fait, qu'une théorie ne soit pas remise en question, ne soit pas jetée à la poubelle dès lors qu'il y a une faille à l'intérieur. La faille, elle peut venir d'autre part, elle peut venir des conditions d'expérimentation, d'observation, etc., etc. C'est très compliqué, en fait, de savoir, dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'il y a à remettre en cause. Et donc oui, j'ai parlé de Kuhn, mais Lakatos a des théories qui sont un petit peu comparables, où il y a une espèce de noyau en fait d'une théorie scientifique qui est très difficilement qu'on peut très difficilement remettre en question. Alors un autre point, c'est que donc qui est un peu lié à ça, c'est le fait que la critique est très encouragée, que les scientifiques recherchent la critique à tout prix, etc., etc. Donc ça, c'est pareil, c'est une image qu'on a, moi c'est une image qu'on m'a beaucoup vendue. En réalité, c'est pas comme ça que ça se passe du tout. Les scientifiques, ce sont des êtres humains, comme tout le monde, ils ont une carrière aussi, donc le fait d'être remis en cause, ou le fait qu'on remette leur sérieux en cause, etc., c'est pas quelque chose qu'ils apprécient particulièrement, elle n'allait pas croire ça. En réalité, typiquement, si on a un ponte d'un domaine, avant de le remettre en cause, on va avoir beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'efforts à faire que pour remettre en cause le jeune doctorant qui vient de commencer dans le domaine. D'autre part, il y a des inimitiés qui se créent parce que, en fait, normalement, les pairs qui revoient une publication sont anonymes, mais en réalité c'est pas toujours vraiment le cas parce que dans certains domaines, on sait qu'il y a 5 personnes qui sont vraiment experts dans le domaine, et puis qu'un tel il a plutôt tel style de rédaction, donc la revue du pair elle est identifiable, et il y a des effets d'idiosyncrasie comme ça qui vont se créer lors des publications. Donc une critique en fait elle est jamais faite de manière complètement désintéressée et elle est jamais reçue comme quelque chose de fondamentalement bon et sans aucune conséquence. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et ça peut être, ça peut créer des tensions, et voilà. Donc oui, c'est pareil, hein. Le fait qu'on n'hésite pas à reconnaître qu'on s'est trompé, c'est aussi un mythe. Je fais juste une toute petite parenthèse pour parler d'une petite chose, c'est on dit à un moment que le maître de thèse se met en premier auteur des articles des doctorants. Heureusement, c'est pas toujours le cas, hein, ça dépend de votre directeur de thèse. Heureusement, c'est pas toujours le cas. Alors, il y a une chose, donc ça a été redit, ça a été corrigé, disons, après dans les questions, ça a été repris dans les questions, le fait que les laboratoires font un travail qui est souvent d'une très grande qualité. Alors, je n'en doute pas. Maintenant, c'est quelque chose qui est orthogonal au problème de conflit d'intérêts. Donc c'est ce qui a été dit, hein, les problèmes de conflit d'intérêts, ils peuvent être par exemple d'aller
faire du cherry pick, d'aller chercher seulement les résultats qui nous intéressent, ou alors de créer l'hypothèse après coup, une fois qu'on a récupéré les résultats. Donc l'un n'empêche pas l'autre en fait. Et d'ailleurs, à propos de ce genre de choses, le fait que... donc le biais de publication, en fait, je précise juste parce que j'avais l'impression que c'était... Enfin, pour moi, en tout cas, c'était pas très clair et j'ai été obligé d'aller regarder qu'est-ce que c'était précisément le biais de publication. Donc, le biais de publication, c'est pas quelque chose qui est fait avec une mauvaise intention. C'est le fait que, quand vous publiez quelque chose, il faut que ce soit quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que la personne qui relit votre article, elle va pas se contenter de vérifier que scientifiquement il tient la route, elle va aussi vérifier que pour la revue ou pour la conférence dans laquelle vous publiez, les résultats sont intéressants, qu'ils apportent quelque chose au consensus scientifique. Et donc, on va avoir une sorte de censure qui va être faite des deux côtés. Le fait que si vous démontrez que en fait, les carottes ne donnent pas le cancer, globalement, ça intéresse pas grand monde parce que, si vous essayez de publier cet article-là, en fait, il va pas passer dans une revue parce que c'est pas étonnant, ça apporte rien. Et la deuxième chose, c'est que si jamais vous faites une étude, si vous avez des résultats qui ne sont pas intéressants, vous allez même pas essayer de les publier en fait, parce que ça va rien vous rapporter, ça va vous coûter de l'effort. Publier un article, ça demande énormément d'efforts. Dans la conférence, Florent Martin parle de l'effort pour, de la mise, alors je vais dire de la mise en page, c'est pas de la mise en page, mais de la conformité de l'article scientifique à certaines règles. C'est un effort qui est assez important. Et donc, si vous avez des résultats que vous savez qu'il y a très peu de chances que vous réussissiez à les publier, vous n'allez même pas essayer, en fait. Donc c'est ces biais-là, en fait, qui sont les biais de publication. Hein. C'est pas un chercheur qui va faire, une dizaine d'expériences et qui va sélectionner uniquement celles qui l'intéressent, qui va reproduire 10 fois une expérience et qui va sélectionner celles qui l'intéressent. Là, c'est de la malhonnêteté, si vous faites ça. C'est-à-dire que vous faites 100 expériences, vous sélectionnez uniquement les 10 qui vous donnent les résultats que vous voulez. Là, c'est malhonnête. Le biais de publication, c'est pas quelque chose qui est un problème de malhonnêteté. La dernière chose, c'est le fait que on ait un test par les industriels. Alors, c'est une bonne chose, effectivement, c'est normal que les industries fassent tester leurs produits. Mais c'est pas suffisant en fait, parce que l'industrie, effectivement, il peut y avoir... il y a eu des scandales et il peut y avoir des biais ou de la malhonnêteté de la part des laboratoires. Et le fait que les chercheurs publient en leur propre nom n'empêche pas qu'il puisse y avoir ce genre de problème. C'est-à-dire que, effectivement, le chercheur publie en son propre nom, mais il est quand même payé par l'entreprise et il peut avoir une pression, qui est explicite ou pas, d'obtenir un certain type de résultat. Donc c'est très bien, et c'est en général le cas, hein, là je critique vraiment pas du tout la communauté scientifique pour ça, c'est qu'en général on va avoir des études qui vont être faites bien sûr par les laboratoires pharmaceutiques, mais aussi par les laboratoires universitaires. Et ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. La dernière chose, c'est qu'il y a un moment en fait où Florent Martin parle des journaux, il dit il y a des journaux qui sont sérieux et d'autres qui sont pas sérieux, et il parle par exemple de journaux d'homéopathie où on peut publier très facilement. En fait, c'est difficile de déterminer quels sont les journaux sérieux et pas sérieux. Donc on a un outil qui est le facteur d'impact d'un journal. Donc ça effectivement c'est un bon indicateur de si le journal est connu ou pas, on va dire. Mais en fait c'est vraiment difficile. Pourquoi ? Parce que on peut... il y a des domaines en fait où on est un peu à la limite, quoi. Donc par exemple... en fait, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'une science, en fait ? Est-ce que les mathématiques, c'est une science ? Alors, il y en a qui vont dire que oui, d'autres que non, que c'est un outil. Est-ce que la physique, c'est une science ? A priori, oui. Est-ce que la biologie, c'est une science ? A priori, oui. Et en fait, pour certains points, donc par exemple les gender studies, qui ont été décriés par un certain nombre de scientifiques d'autres domaines, est-ce que c'est une science ou non ? C'est compliqué en fait de déterminer ce que c'est qu'une science. Alors on va dire c'est ce qui suit la méthode scientifique, mais en fait la méthode scientifique, j'ai essayé de le montrer tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui est bien défini en fait. En plus, la méthode scientifique, elle est diverse, c'est-à-dire que on n'utilise pas la même méthode pour faire des études de sociologie
des études de biologie, des études de psychologie. Il y a des sciences qu'on va dire des sciences expérimentales, où on va faire des expériences. Il y a des sciences logico-formelles, où on va faire des démonstrations mathématiques. Hein. C'est aussi le cas en informatique, par exemple. En informatique théorique, quand on fait des sciences de la complexité, ce genre de choses, il n'y a pas vraiment d'expérience. On va démontrer un résultat mathématique sur la complexité d'un algorithme. Il y a des domaines où on est dans les sciences de l'observation. Donc c'est le cas, par exemple, de l'astronomie, où on ne peut pas reproduire une expérience, en fait. En astronomie, on ne reproduit pas une expérience, on observe quelque chose. Et du coup, la méthode, elle est très différente. Et du coup, donc, la question qu'on va se poser derrière, c'est qu'est-ce que c'est qu'une science ? Est-ce qu'il y a vraiment une réponse à ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui caractérise la science ? Est-ce qu'on ne peut pas définir la science, et finalement, on va être obligé de définir les sciences, en disant, voilà, il y a la physique, c'est une science qui a sa propre méthode, la biologie, c'est une science qui a sa propre méthode, mais dans ce cas-là, ce qu'on tient pour, à la limite, entre la science et pas la science, est-ce que c'est des sciences ou pas ? C'est un peu compliqué, en fait, à déterminer. Est-ce que, en fait, il y a quelque chose qui est transversal, transcendant à toutes ces sciences, et du coup, on pourrait définir ce que c'est qu'une science dans l'absolu, et non pas ce que sont des sciences. Voilà, c'est plein de questions qui se posent, auxquelles j'ai pas la réponse. Mais tout ça pour vous dire que on a tendance à donner une définition très popérienne de la science, avec une méthode qui est évidente et qui paraît de bon sens. Et en réalité, cette méthode, elle est très critiquable. La science ne fonctionne pas comme ça. Il faut bien en avoir conscience. Hein. La science ne fonctionne pas comme ça. Et non seulement la science ne fonctionne pas comme ça, mais il y a des bonnes raisons pour lesquelles la science ne fonctionne pas comme ça. Voilà, j'espère avoir apporté une réponse un peu complète. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis, je vous recommande encore une fois d'aller voir les chaînes que je vous ai citées, hein, donc les chaînes de l'Observatoire Zététique, la chaîne Hygiène Mentale qui est géniale, la chaîne de Mister Sam qui est très très bien aussi. Et voilà, et puis je vous dis à une prochaine fois, et d'ici la prochaine fois, qui sera sans doute d'ici quelques temps, renseignez-vous, réfléchissez, et surtout, n'oubliez pas de rêver.